Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour LC Midi. C'est parti pour 3 heures d'infos, 3 heures de direct. Nos envoyés spéciaux sur le terrain, plus que jamais. Nos invités, nos experts, analyses, débats et commentaires. Et les questions du jour. Où et quand Israël frappera l'Iran? Est-ce le début d'une guerre ouverte entre ces deux pays? Quelles conséquences pour nous et quels seront les alliés d'Israël dans cette guerre avec l'Iran? Les réponses dans un instant, mais tout de suite, il est midi. Le journal, c'est avec Sylvia Amicone. À tout de suite. Tout à fait, bonjour Christophe et bonjour à tous. Après l'attaque iranienne sur Israël hier, les frappes se sont poursuivies sur le Liban, le sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Il a été visé ce matin, vous le voyez sur ces images qui nous parviennent effectivement de la capitale libanaise, un secteur qui avait déjà été frappé à plusieurs reprises cette nuit. L'armée israélienne a par ailleurs appelé des habitants du sud Liban à évacuer une vingtaine de localités. Allons à Beyrouth justement retrouver Arthur Saradin. Bonjour Arthur et merci beaucoup d'être avec nous. Les opérations se poursuivent donc avec toujours cet objectif, Arthur, détruire les capacités du Hezbollah. Oui, absolument. Ça fait maintenant 48 heures qu'on nous rapporte des incursions terrestres à la frontière libanaise, dans les premières centaines de mètres de territoire libanais, ce qui avait évidemment inquiété énormément les habitants qui se souviennent de l'histoire de ce qu'a été l'occupation israélienne ou l'incursion israélienne de 2006. Cette fois-ci, il semble que contrairement à la dernière guerre, Israël y a par petits pas, en commençant par de légères incursions pour constater le terrain. On nous a rapporté hier soir de la part des rares habitants qui restent encore au sud du pays, dans les villages frontaliers qui n'ont pas encore évacué parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne le veulent pas, des affrontements avec le Hezbollah libanais, dont la force d'élite Radwan tient des positions au sud du pays, justement à cette frontière libano-israélienne. Reste à savoir maintenant quand et si Israël prévoit une incursion plus large qui irait par exemple jusqu'au fleuve Litani, là où elle a dit aux habitants de quitter leur village et leur lieu. C'est à 10 km de la frontière et ça pourrait constituer une première zone d'incursion israélienne justement dans ces jours ou dans les semaines à venir. Merci beaucoup Arthur Saradin pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment dans ce 12-15. Israël qui a intercepté la plupart des missiles envoyés par l'Iran hier grâce à ses alliés dont la France. 200 missiles dont des hypersoniques pour la première fois. Israël a promis de répliquer dans les prochains jours, ce qui fait craindre une escalade. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira tout à l'heure à New York. L'Iran estime de son côté que 90% de ces missiles ont atteint leur cible et se dit prêt à frapper toutes les infrastructures d'Israël en cas de réplique. L'Iran pouvait-il ne pas répondre après l'assassinat d'Hassan Nasrallah, mais aussi celui d'Ismaël Haniyeh? C'était cet été à Téhéran. Écoutez l'analyse d'Antoine Basbouz, il était sur notre antenne ce matin. La réalité, c'est que l'Iran ne pouvait pas ne rien faire et il fallait réagir. Mais là, il tombe dans le piège tendu par Israël, c'est-à-dire donner un prétexte à Israël pour aller détruire le programme nucléaire iranien. Au Danemark, 2 explosions ont été entendues près de l'ambassade d'Israël tard dans la nuit. Personne n'a été blessé. Une enquête est en cours en Suède. Également, l'ambassade d'Israël a été visée par des tirs mardi soir, selon la police, sans faire de blessés. Le conflit au Proche et Moyen-Orient qui a été abordé hier lors du débat des colistiers de Donald Trump et Kamala Harris, J.D. Vance et Tim Walz. Vous avez pu le suivre d'ailleurs en direct sur LCI, l'occasion de montrer leurs divergences de point de vue sur à peu près tous les sujets et notamment l'avortement qui est un des thèmes forts de cette campagne alors que certains États restreignent actuellement ce droit pour les femmes. On va écouter le colistier de Kamala Harris. Let me tell you about this idea that there's diverse states. Une jeune femme, Amber Thurman, elle habitait en Géorgie qui est un État hyper restrictif. Elle a dû faire un long voyage en Caroline du Nord pour obtenir des soins. Et elle est morte dans ce voyage. Amber Thurman died in that journey back and forth. La question c'est comment en tant que nation, on peut dire que votre vie et vos droits élémentaires de contrôler votre corps sont déterminés par la géographie. Emmanuel Macron retrouve Olaf Scholz aujourd'hui en Allemagne à Berlin. Le président qui doit arriver dans quelques petites minutes. 2 hommes qui font face à une crise politique dans leur propre pays au programme de leur bilatéral dans quelques instants. L'Ukraine bien sûr, mais aussi le Proche et le Moyen-Orient, la compétitivité européenne sur laquelle le président s'exprimera tout à l'heure ou encore l'immigration.
Et par ailleurs, la commission des lois a rejeté massivement la proposition de résolution visant à destituer Emmanuel Macron. L'information vient de tomber, initiative de la France Insoumise qui estime que le président a refusé de reconnaître le résultat des législatives, une idée qui a très peu de chances d'aboutir. La commission des lois a rejeté massivement, mais la conférence des présidents de groupes politiques devra ensuite décider dans les 13 jours si le texte doit accéder ou pas à l'étape suivante, c'est-à-dire un examen dans l'hémicycle. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup Sylvia, on se retrouve dans quelques instants à nos côtés. C'est parti pour ce LCI midi, 3 heures d'info, 3 heures de direct. Nos experts ici à nos côtés, nos envoyés spéciaux plus que jamais sur le terrain. Et puis cette question que tout le monde se pose depuis l'attaque massive de l'Iran hier soir, quelle sera la réponse d'Israël? Les autorités militaires, politiques du pays ont multiplié les déclarations jusqu'à tôt ce matin, indiquant que l'Iran, je cite, paiera le prix fort et qu'il s'agit là aussi d'un acte de guerre. Écoutons le Premier ministre Netanyahou. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et il le paiera. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. Nous nous en tiendrons à la règle que nous avons établie. Quiconque nous attaque, nous l'attaquerons. C'est vrai partout où nous combattons l'axe du mal. C'est vrai pour la Judée et la Samarie. C'est vrai pour Gaza, le Liban, le Yémen, la Syrie. Et c'est vrai aussi pour l'Iran. On va retrouver tout de suite notre correspondant, il est à Haïfa, Nicolas Rouget. Bonjour, merci Nicolas. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer cette carte de l'ensemble de nos envoyés spéciaux que l'on retrouvera. Une couverture maximale pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Et puis cette possibilité, vous l'avez compris, de guerre ouverte, de guerre directe entre l'Iran et Israël. On parlera également des alliés, des uns et des autres dans ce conflit. Nicolas, on le voit, la réponse d'Israël a été ferme. On vient d'écouter le Premier ministre Netanyahou. Il y aura une réplique. On parle même de guerre aujourd'hui autour de vous. Oui, tout à fait. Il y a encore quelques jours, on parlait de la troisième guerre du Liban. Il semble que maintenant, c'est ce que la presse israélienne dit, on est tombé dans une guerre régionale. Ça y est, la guerre est ouverte avec l'Iran. C'est évidemment ce à quoi tout le monde s'attendait depuis le début, depuis la guerre du 7 octobre, parce que le gouvernement israélien s'était été forcé de montrer ça sous cette lentille, le fait que c'était d'abord une guerre contre l'Iran, contre cette espèce de poulpe dont il fallait couper la tête, et que dont le Hamas n'était qu'un proxy. Évidemment, c'est la narrative que colporte Benjamin Netanyahou depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Très clairement, ce qui s'est passé hier soir tourne une page dans ce conflit, même si pour l'instant, la tenue de la guerre est la même qu'elle était avant l'attaque de l'Iran. Les frappes continuent au Liban. On entend encore des hélicoptères dans le ciel, les ciels israéliens. Les activités continuent à Gaza. Il y a eu une attaque, un attentat hier dans la banlieue de Tel Aviv, dans la ville voisine de Tel Aviv, Jaffa, qui a tué 7 civils israéliens. Donc c'est pareil, les opérations continuent en Cisjordanie. Les opérations israéliennes continuent en Cisjordanie. Pour l'instant, tout le monde se demande quelle va être la riposte israélienne. Elle va venir, c'est sûr. Et on va voir évidemment ce que cela pourrait créer comme tension encore maximale au Proche-Orient. Pour l'instant, évidemment, nous sommes dans l'attente. Bien sûr, les acteurs internationaux sont tous en train de regarder quelles actions vont prendre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Oui, Nicolas, on en parlera de ces acteurs internationaux, notamment les États-Unis, mais aussi la France. Juste une dernière question, Nicolas. Est-ce que le mot guerre, aujourd'hui, fait peur autour de vous ? Oui, je pense que les Israéliens, évidemment, c'est la confrontation que redoutait tout le monde. Il y a un sens de sécurité qui a été sapé par l'attaque du 7 octobre, un conflit avec les Palestiniens qui avait un petit peu disparu du discours qui est revenu sur le devant de la scène. On est passé dans quelque chose de complètement différent hier soir. C'est-à-dire que le conflit avec l'Iran, ce n'est pas la même chose. C'est une vraie guerre, une guerre ouverte. Ce n'est pas du contre-terrorisme, la façon dont les Israéliens avaient géré le problème palestinien ces dernières années. Donc très clairement, il y a une angoisse. Ce soir, c'est une fête juive, c'est le nouvel an juif. Donc très clairement, cela va faire partie des conversations de tous les foyers israéliens ce soir. Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve bien évidemment tout au long de ce LCI midi. D'un mot, Sébastien Bis, cette guerre aujourd'hui, on en parle, on la voit, on va se demander où et comment, mais aujourd'hui, la guerre entre l'Iran et Israël, c'est plus un mot de tabou, c'est un mot visiblement qui s'assume pleinement.
Oui, ça a été très bien expliqué. En fait, ces dernières années, on a eu plusieurs fronts, en fait, indirectement, d'opposition et de combat entre les deux pays. Le front, évidemment, sur Gaza, avec le Hamas, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Et on a, depuis quelques mois, une intensification, en fait, de cette rivalité frontale entre l'Iran et Israël. Elle n'est pas nouvelle. En avril dernier, il y a eu des missiles et des drones envoyés sur Israël. La riposte avait été graduée de la part d'Israël. On voit que depuis quelques semaines, il y a une accélération. Et la grande question, c'est de savoir si le combat va être plus frontal désormais. On va se poser cette question tous ensemble et on verra dans quelques instants une guerre avec qui et surtout avec quoi. Le rapport de force entre l'Iran et Israël. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, no problémol. Moi, je suis fan des vieux westerns avec attaque de diligence et tout. Mais bon, là, faut que je me mette à la page, hein, parce qu'on vient de me voler ma voiture avec juste une télécommande. Oh, j'aime pas. Ce que vous allez aimer, c'est qu'avec Maïf, votre véhicule volé est couvert, même sans trace d'effraction visible. Maïf, assureur militant. Tous différents, tous surprenants. Ibis Styles. Profitez, on est là. Ah, la plupart des gens y pensent. C'est juste un petit pet, ça peut attendre. Sérieux, c'est un petit pet, ça. Non, ça n'attend pas. Nos clients nous le disent. Un impact sur 2, fissure en moins de 3 semaines. Eh oui, en moins de 3 semaines. En plus, chez Carglass, en 30 minutes, c'est réparé. Alors, ne prenez pas ce risque, sinon... c'est tout le pare-brise qu'il faut changer. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass remplace. La nuit, Louisa et David n'arrêtent pas de bouger. Quand ils sont venus nous voir chez Grand Litier, on leur a conseillé un matelas avec une grande indépendance de couchage. Et le conseil sommeil en plus, notre tutoriel de relaxation avant de se coucher. La nuit porte conseil, nous aussi. Grand Litier. Qu'est-ce qu'on a ? Une équipe de e-sport qui n'arrive pas à jouer par manque de réseau. On manque pas du tout de réseau, hein. On est chez Bouygues Télécom. Par contre, il nous manque un joueur. Moi, ça me dit bien. Hein. Non, merci. Entre-temps, on a trouvé. Jouez partout en France avec la 4 et 5G Bouygues Télécom. McCain, born to share. Lorsqu'on compare, pas de doute. En moyenne, Lidl est moins cher que Leclerc, Intermarché, U et Carrefour. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Je suis cool. Je parle français en soirée à L.A. Mais à Paris, je ne parle que l'anglais. Je suis cool. Autant de clips, autant de looks. Magic, une exclusivité Alain Flelou. Dispositif médical. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, en ce moment, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième pneu Nexen. Hasta la vista, l'inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Oh enfin sur Terre. Oh, par contre, je crois que j'ai plus grand chose dans le frigo. Peut-être falloir que j'aille faire 2-3 courses. Vous savez pas qui est le moins cher dans le coin? Mais qui sont ceux qui se posent encore la question? Pour vos courses du quotidien, Leclerc est moins cher que Carrefour, Magasin U ou Lidl par exemple. Et chez vous, vérifiez quel est le moins cher. Leclerc. Chez Général d'Optique, nous sommes convaincus que bien voir est un droit. Toute l'année, profitez de vos lunettes 100% prises en charge. Dispositif médical CE. Ah, il est temps de connaître la valeur de votre voiture.
Alors vendezvotrevoiture.fr va illuminer votre journée. Saisissez les informations de votre véhicule en ligne et recevez son prix de vente. Rapide et facile. Et après une simple vérification en agence, votre voiture est vendue. Alors lancez-vous et obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Depuis toujours, l'UNICEF nous porte secours et nous relève partout dans le monde. En pensant à l'UNICEF dans votre testament ou votre assurance vie, vous porterez chaque enfant en détresse vers un avenir meilleur. Alors parlons-en au 01 87 64 20 20. Avec Nutribullet, créez des recettes riches en nutriments et pleines de vitamines d'une simple pression. Remplissez, mixez et dégustez. Et oui, c'est aussi simple que ça, avec Nutribullet. Such a good day. Such a good day. Such a good day. Nouvelle Dacia Spring, 100% électrique, à partir de 89 € par mois. Est à découvrir pendant les jours essentiels du 10 au 14 octobre. Vous en connaissez combien des enseignes qui vous offrent pendant les La Périade 200 € tous les 1000 € d'achat sur les cuisines, les salles de bain et les menuiseries? Non mais sérieusement, vous en connaissez combien? La Paire, il n'y en a pas deux. Amazon offre jusqu'à 8 000 € pour la formation professionnelle. Vous pouvez ainsi acquérir de nouvelles compétences et développer votre carrière. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, nos problémols. La suite de votre LCI midi, et c'est avec plaisir que nous accueillons le général Jean-Paul Paloméros, l'ancien commandeur suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Il va être question, bien évidemment, de militaires et on va tâcher de répondre à cette question. Où et comment Israël va frapper Téhéran et quels seront les alliés pour le faire, les alliés d'Israël. Mais d'abord, il y a plusieurs thèses et on va voir ça avec vous, Sylvia Amicon, parce qu'il y a des cibles qui pourraient être privilégiées à l'heure où nous parlons pour Israël, une façon de frapper là où ça fait mal, le régime des mollahs. Oui, effectivement, selon Axios, qui cite des responsables israéliens, l'État hébreu lancerait dans les jours à venir une riposte significative. Alors en quoi est-ce qu'elle consisterait cette riposte? Aucun officiel évidemment ne donne les détails ce matin et la réponse doit aussi être coordonnée avec les États-Unis. Je vous propose d'écouter le porte-parole de l'armée israélienne. Il y aura des conséquences à ces attaques. Nous avons des programmes et nous agirons au moment et dans le lieu que nous choisirons. Évidemment, il y a des hypothèses qui sont sur la table. La première d'entre elles, c'est viser des installations de production de pétrole et d'exportation de pétrole en Iran, ainsi que d'autres sites stratégiques, comme par exemple, on va le voir sur cette carte, le terminal pétrolier de l'île de Karj. C'est le plus grand et c'est le principal, avec une grande capacité de stockage. Ces trois terminaux que vous voyez d'ailleurs sur cette carte sont responsables de la plupart des exportations pétrolières iraniennes. Les frapper, c'est frapper l'Iran au portefeuille. Mais avant cela, il faut s'assurer que les États-Unis sont d'accord et qu'ils négocient actuellement avec l'Arabie Saoudite afin de ne pas faire monter les prix avant la présidentielle américaine. Autre hypothèse, certains responsables avancent également l'option des assassinats ciblés, des opérations clandestines, comme celle qui avait visé Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas en Iran fin juillet, mais ce ne serait sans doute pas prévu pour cette riposte, et en tout cas pas avant le 7 octobre. Plus probable également comme hypothèse, la destruction des systèmes de défense aérienne iraniens. C'est ce qui s'était passé après la première attaque iranienne en avril. Israël avait répliqué 5 jours plus tard en détruisant une batterie de défense aérienne S-300 à Ispahan. Et ça s'était arrêté là. C'était une batterie notamment qui protégeait le complexe nucléaire de Natanz, principal site d'enrichissement d'uranium de l'Iran, environ 170 km au nord d'Ispahan. Vous la voyez sur cette carte, ainsi que où se trouvent tous les autres sites nucléaires de l'Iran. Oui, justement, le nucléaire, ça pourrait être l'autre cible d'Israël.
Bah oui, en tout cas, si l'Iran réplique à nouveau, c'est le risque d'une escalade dangereuse et d'une guerre ouverte. En cas de nouvelle réplique de la part de l'Iran, Israël n'exclut pas de frapper les installations nucléaires iraniennes. Et cette fois, l'implication américaine, elle pourrait être plus soutenue car cela nécessiterait des armes performantes qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui. Par exemple, des bombes qui seraient capables d'atteindre les 100 mètres sous terre. Regardez ce que dit Axios à ce responsable israélien. Une autre attaque iranienne nécessiterait une coopération défensive avec le commandement central américain, davantage de munitions pour l'armée de l'air israélienne et potentiellement d'autres types de soutien opérationnel américain. Et puis de l'autre côté, on les a écoutés ce matin, les Iraniens qui se disent également prêts à répliquer à toute riposte. Si le régime sioniste qui est devenu fou n'est pas contenu par l'Amérique et l'Europe, l'opération de ce soir sera répétée avec une ampleur beaucoup plus grande et nous frapperons toutes leurs infrastructures. Merci beaucoup Sylvia. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on en parlait pendant la publicité, le scénario de l'attaque des sites nucléaires par Israël a déjà été pensé au cinéma, notamment. C'est le scénario de Top Gun Maverick. Voilà. Et on voit clairement que dans ce scénario, il y a l'aide de plusieurs pays, dont les Américains. Général Paloméros, on va commencer avec vous. Quel scénario vous privilégiez pour une réponse à la hauteur de l'attaque hier d'Israël par l'Iran? Si on va partir par le haut, si les Israéliens avaient... excusez-moi, petit problème. Si les Israéliens avaient dans l'idée de stopper ou de ralentir le programme nucléaire, ce serait une superbe occasion. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas un accord au sein ni du gouvernement ni avec le commandement militaire pour aller aussi loin. Mais l'occasion pourrait être belle. Encore faudra-t-il peut-être que les Américains soient dans la boucle et qu'ils soient bénévolents. Alors ensuite, la deuxième option, c'est évidemment ce que vous avez dit, c'est-à-dire les terminaux pétroliers. Ça, c'est embêtant parce que ça touche le peuple, mais d'un autre côté, la population, c'est aussi un des centres de gravité de l'Iran, donc c'est pas non plus complètement idiot. Dire, voilà, on ne s'en prend pas à vous, mais on s'en prend à vos dirigeants et, ma foi, faites le reste en quelque sorte. Et puis, évidemment, tout ce qui est défense antiaérienne, qui réduira de toute façon la capacité de l'Iran à se protéger, et ça sera toujours ça de gagner. Vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, bien évidemment, Général. Mais la réponse d'Israël, après les prises de position, après ce qui s'est passé, doit être à la hauteur de l'attaque. Je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent, plus de 200 missiles tirés. Il y en a d'autres qui ont été interceptés au-delà des frontières d'Israël. Donc, assassinat ciblé, tir sur un système de défense, ça paraît bien faible au vu de l'escalade. Oui, il faut remettre en perspective aussi plusieurs choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Je crois que pendant le premier mandat de Donald Trump, il y a eu une dynamique de fragilisation de l'Iran et de fracturation du Moyen-Orient qui était déjà loin d'être stable, qu'il faut peut-être remettre en perspective parce qu'on sait que son gendre, Kushner, avait une relation spéciale avec Israël, avec Netanyahou, et il y a eu trois événements qu'il ne faut pas oublier. La sortie des États-Unis de l'accord de négociation sur le nucléaire avec l'Iran, l'assassinat de Rassem Soleimani en janvier 2020, qui était le chef des gardiens de la Révolution, et les accords d'Abraham qui ont dessiné des nouvelles alliances ou complicités dans le Moyen-Orient. Ça veut dire quand même que la réponse israélienne, depuis quelques mois, depuis un an avec le 7 octobre, ou celle qui pourrait se développer dans les prochains jours, semaines, évidemment, elle est discutée avec Washington. Il ne faut pas sous-estimer cette relation spéciale, historique entre les deux pays. Le gouvernement israélien sait aussi qu'il y a un calendrier particulier actuellement. L'anniversaire malheureux du 7 octobre, les élections américaines, une fragilité onusienne comme jamais dans l'histoire, et en plus, un Iran qui est plus que jamais isolé, avec de moins en moins d'alliés, et un Iran dont on voit le régime dans une fuite en avant, puisque entre avril et hier, avec ces attaques, il est sorti de quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 45 ans d'existence. Il a attaqué frontalement l'État israélien. Avec un double discours, voire un triple discours également. Et donc, le gouvernement israélien a aussi, ça a été dit précédemment, a aussi une occasion de montrer qu'il est
dans une riposte à une attaque, cette fois-ci réelle et en direct, pas par milice interposée. Et c'est vrai que la grande question, c'est de savoir qui va donner les feux verts pour éventuellement laisser Israël et son gouvernement actuel aller dans une fuite en avant sur le plan militaire. Et ce qui est sûr, c'est que Israël ne laissera pas passer cette occasion. Alors, bien évidemment, il s'agit de répondre à l'attaque d'hier, mais c'est aussi une occasion de punir sévèrement le régime iranien. Oui, parce que la population civile a été visée aussi. C'est-à-dire que les Iraniens affirment qu'ils ont, eux, ciblé des sites militaires. Mais lorsque vous voyez toutes les sonnettes d'alerte qui ont résonné en Israël hier soir, vous voyez bien qu'il y a toute une part de la population qui ont été potentiellement sous les bombes iraniennes et qui ont dû courir dans les abris pour se protéger. Donc cette attaque, elle est véritablement inédite. Jusqu'ici, l'Iran préférait actionner ses proxys. Ils agissaient en travaillant à partir d'autres milices chiites qui travaillaient pour leurs intérêts, qu'ils finançaient, qu'ils formaient et qui travaillaient donc en les légitimant. Le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites en Syrie et en Irak. Mais là, c'est la deuxième fois que l'Iran sort du bois et affronte Israël de plein jour. Et là, cette attaque, elle est particulièrement inédite, puisque là, ce sont près de 200 missiles balistiques, alors qu'en avril, c'était effectivement des drones, il y avait moins de missiles. L'Iran d'ailleurs qui promet, si Israël réplique, mais il y aura un nouveau déluge de missiles. Musclé. Il y aura une réplique extrêmement musclée de la part d'Israël. Vous avez vu, alors peut-être aussi malgré tout des éliminations ciblées, parce que là j'ai vu que Ali Khamenei, le guide suprême iranien, s'était déjà réfugié dans un lieu sécurisé parce qu'il craint que son sort soit le même que celui de Nasrallah et d'Anier. Donc il y a d'ailleurs une petite, j'en profite parce qu'on se dit tout sur ce plateau, la blague qui circule. En ce qui concerne le guide suprême, c'est... Alors, les Iraniens, hier soir, sur les réseaux sociaux, disaient qu'on a caché tellement bien le guide suprême Khamenei que personne, mis à part les Israéliens, ne sait où il est. Ce qui est possible, bien évidemment. Si on revient sur comment Israël va frapper, parce que, voilà, on sait qu'Israël frappera l'Iran, le pétrole... ou le nucléaire avec ses difficultés tactiques, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il ferait le plus mal au régime de Téhéran ? Si j'étais à la place de l'état-major de l'armée israélienne, j'aurais visé directement Ali Khamenei, sans hésiter une seconde. Je pense que la chose qui fait véritablement mal à la République islamique, et ne pas à l'Iran, je fais la différence entre l'Iran et la République islamique, parce que les Iraniens n'en peuvent plus de ce régime. Les Iraniens sont fatigués, les Iraniens ne veulent plus du tout de la République islamique. Donc je fais la différence entre la République islamique et les Iraniens. Le souhait le plus cher des Iraniens aujourd'hui, c'est qu'on élimine Ali Khamenei, le guide suprême, qui est le premier responsable de malheur de tous les Iraniens, de 80 millions d'Iraniens. Le véritable responsable de cette situation, c'est Ali Khamenei. En l'éliminant, aussi bien l'Israël, aussi bien les pays de la région que la planète entière, et en même temps les Iraniens vont se débarrasser de ce cancer qui est en train de les ronger. Pardonnez-moi de l'expression, est-ce qu'il a signé son arrêt de mort, le guide suprême de la Révolution? Parce que hier, ceux qui ont revendiqué le tir des 200 missiles sur Israël, ce ne sont pas les militaires iraniens, c'est directement les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, c'est-à-dire ces hommes, ces troupes qui dépendent du guide. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça en fait une cible privilégiée, que ce soit des Israéliens ou des Américains d'ailleurs? Évidemment, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et ils sont la cible privilégiée actuellement. Et je pense que les Israéliens ne peuvent pas se permettre que la République islamique se dote de la bombe atomique et la prochaine fois leur envoie 400 missiles atomiques. Parce que même si on les intercepte sur le chemin, mais quand même les séquelles vont rester. Donc Israël ne peut pas se permettre que la République islamique atomique l'attaque. Général Paloméros, vous êtes avec nous. Cette solution, pourquoi pas, d'Israël, d'éliminer directement le personnage le plus puissant d'Iran, parce qu'il y a ce président et qu'on qualifie souvent de marionnette, ce nouveau président, mais celui que l'on voit en ce moment même à l'antenne, le guide suprême de la Révolution, est-ce que ce ne serait pas une
une solution, et si c'en était une, quelles seraient les conséquences? Je ne crois pas que d'en faire un martyr, ce soit une solution. Me semble-t-il, il y a d'autres possibilités. En particulier, je crois frapper à ce qui fait mal. Il faut considérer la population, comme je le disais, la population israélienne, comme étant un centre de gravité. Et donc, oui, je crois qu'il faut les dépôts de carburant, tout ce qui peut-être des systèmes de génération d'électricité. Mais le guide suprême, je ne vois pas ce que ça apporterait. Bon, Nasrallah, c'était le Hezbollah, c'était des attaques directes. Là, ça pourrait fédérer plutôt la population iranienne qu'autre chose. Oui, c'est vrai que Nasrallah est un chef de guerre, mais Ali Khamenei n'est pas qu'un chef de guerre, c'est aussi une figure religieuse extrêmement importante du chiisme. Il fait des prêches qui sont très, très, très écoutées, etc. Donc, s'attaquer à une figure religieuse, même si tout est imbriqué, le politique et le religieux, ça peut aussi provoquer des colères de la part d'une partie des chiites, si vous voulez. Donc il y a cette complexité-là, si on fait du guide suprême la cible numéro 1. Tu es un guide spirituel. Ça serait peut-être l'acte de la part d'Israël de trop, je ne sais pas, vous partagez? Le guide suprême, il est la personne la plus détestée qui existe aujourd'hui en Iran. Il est la personne la plus détestée. Il est la responsable de tous les malheurs des Iraniens. Il est le responsable direct de la tuerie, d'exécution, de torture des Iraniens, des jeunes Iraniens, des adolescents dans les prisons iraniennes. Donc, il est véritablement détesté en Iran. Et par rapport aux amis de l'Iran, aux proxys de l'Iran, cette destruction? Non, mais je pense que ce qui est important, c'est de bien entendre quand même ce qui est exprimé. C'est-à-dire, quiconque est allé en Iran, moi j'en ai fait l'expérience, constate bien qu'il n'y a pas une adoration tous azimuts pour le guide suprême. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est l'état de la société iranienne. Est-ce que entre des complicités du renseignement israélien, américain, plus un ras-le-bol général qui se sédimente depuis des années en Iran, dans la société, dont on a peut-être oublié, il y a depuis quelques années des turbulences très fortes dans la société iranienne. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être attentif, évidemment. Ensuite, il y a la question évidemment de qui sont les alliés aujourd'hui de l'Iran. Il y en a quasiment plus. On a un silence total des États arabes sunnites sur ce qui se passe actuellement. L'Arabie saoudite bouge pas, donc en même temps l'Arabie saoudite n'est plus le protecteur du Liban comme elle l'était il y a 20 ans, quand il y avait eu en 2006 la guerre avec Israël. Et on voit que pour l'Iran, par rapport même à Moscou qui se sert dans un autre conflit de l'Iran semble... Pour avoir ses drones. Donc l'Iran a donné des drones à la Russie. Moscou depuis hier est assez silencieux. Et la Russie, de toute façon, a aussi d'autres sujets sur la table. Et l'autre point que je voulais mentionner, c'est le rapport à la Chine. Parce que sur la question pétrolière, aujourd'hui, l'Iran vend surtout son pétrole à la Chine qui a besoin de pétrole, ce qui n'est plus du tout la réalité des États-Unis depuis une quinzaine d'années. Et l'Iran et la Chine ont une relation économique aujourd'hui, qui n'est pas une relation joyeuse, c'est de l'intérêt circonstanciel. Ça veut dire aussi que si demain il y avait une action sur les intérêts pétroliers iraniens, il me semble difficile qu'il n'y ait pas au moins un coup de fil à Pékin pour informer de la démarche qui sera entreprise. Général Paloméros, je suppose qu'une attaque, j'ai envie de dire, à la hauteur de ce qui s'est passé hier, à la hauteur de l'affront et de l'engagement de l'Iran dans cette guerre, ça se prépare, ça se réfléchit, ou est-ce qu'on peut dire que Israël a déjà pensé à cette attaque? Est-ce que les plans sont presque déjà secs, prêts à utiliser? Je pense qu'avec les Américains, les Israéliens sont en train de réfléchir sérieusement et même de planifier. Non, c'était tout à fait attendu. On s'attendait à la réaction d'Israël, de l'Iran, bien sûr. Donc, maintenant, quel est le dosage et comment vont-ils doser? C'est ça la question. Il y a le timing, il y a le dosage. Il y a les fêtes israéliennes, effectivement, les fêtes juives qui sont là. Mais il faut aussi montrer qu'Israël est prêt à répondre à tout moment et sans faiblesse. Donc c'est une équation qui n'est pas aussi simple que ça, mais je pense que les Américains jouent un rôle non négligeable dans cette équation. Mais là aussi, que ce soit les Américains ou Israël, il n'y a pas de place à la faiblesse générale face à l'Iran, face à ce qui s'est passé.
Non, on peut considérer qu'on a déjà été très faible face à l'Iran pour des raisons diverses et variées que vous avez rappelées. Donc là, d'abord, l'attaque de ces proxys est quand même un choc brutal pour l'Iran. C'était des points d'appui qui lui étaient indispensables dans sa stratégie, je dirais, de la région, sa stratégie régionale. Donc à partir du moment où on va frapper des intérêts qui sont peut-être pas vitaux, mais qui sont importants pour la population, je pense que l'idée, c'est de faire basculer la population aussi. Restez avec nous, Général, puisque pour faire une guerre, il faut des armes, il faut du matériel, il faut des armées. Merci Laura Pouget de nous avoir rejoints. On va voir ça avec vous, les forces en présence, ce que l'on sait, ce que l'on devine et ce que l'on nous cache également. Tout à fait, Christophe. 1000 km au minimum, frontière à frontière, séparent les deux pays. Vous voyez sur ma carte, l'importance des moyens aériens est donc capitale en cas de conflit. Voyons d'abord l'aviation. Celle de l'armée iranienne est décrite par beaucoup d'observateurs comme largement obsolète. La preuve, on y trouve encore des appareils américains d'avant 1979, année de la chute du Shah et du basculement de l'Iran dans la République islamique. Ce sont des F-4, des F-5, des F-14, auxquels s'ajoutent des MiG-29 et des Sukhoi 24 russes. Pas de première jeunesse, eux non plus. En face, Tsahal possède des avions de combat F-15 et F-16 et même des F-35, avions furtifs américains dernière génération, censés passer à travers les radars. Vous voyez sa photo ici. Voyons maintenant les missiles. Selon le New York Times, l'Iran aurait lancé hier ses missiles les plus avancés sur Israël, et notamment pour la première fois le Fatah, dernier né de son arsenal, missile hypersonique, c'est-à-dire capable de se déplacer à très très grande vitesse, 13 à 15 fois la vitesse du son, c'est ce qui est estimé. D'une portée de 1400 km, il vole à basse altitude et il est manœuvrable, ce qui rend sa trajectoire difficilement prévisible. Cependant, malgré cette montée en puissance, Israël serait parvenu à intercepter la majorité des 180 à 200 missiles lancés hier sur son territoire. Et ce, grâce à son système de défense aérienne puissant et composé de 3 couches, que je vous rappelle, le dôme de fer, conçu pour intercepter les roquettes, la fronde de David, deuxième couche, pour intercepter les missiles moyenne portée, et le Arrow 3 pour intercepter les missiles longue portée. L'Iran, dont le territoire, vous le voyez très clairement sur ma carte, est beaucoup plus vaste que celui d'Israël, et donc plus difficile à protéger, ne dispose pas d'un système de protection équivalent. Alors les deux territoires, vous venez de nous le rappeler, sont éloignés, très éloignés, mais après les armes, on va parler des hommes. Ça compte également, Laura ? Cette fois, c'est l'Iran qui paraît plus puissant. En comptant son armée et l'organisation paramilitaire des gardiens de la Révolution, on dénombre environ 650 000 soldats permanents et 350 000 réservistes contre 170 000 soldats permanents et 350 000 réservistes israéliens. Cependant, dans la mesure où une guerre frontale paraît très peu probable, ce sont aussi et surtout les alliés qui comptent. En la matière, les Iraniens peuvent s'appuyer sur leur axe de la résistance, le réseau de milices qu'ils soutiennent, à savoir le Hamas, le Hezbollah, désormais affaibli, les Houthis du Yémen, auxquels il faut ajouter la Syrie de Bachar al-Assad. Les Israéliens peuvent compter de leur côté sur leur plus grand allié, les États-Unis. Hier soir, le président Joe Biden a donné l'ordre à son armée d'aider Israël à assurer sa défense en interceptant une partie des missiles. Merci beaucoup, Laura. Et on va en parler de ces alliés dans un instant, bien évidemment. On pourrait rajouter l'Irak aux côtés de Téhéran. Mais vous verrez que du côté des Israéliens, les États-Unis, dernière déclaration il y a quelques instants, mais également les Britanniques et la France qui réagit. On verra notre position aux côtés d'Israël. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, no problémol. Armée de terre, peux-tu le faire ?
Désormais, avec l'abonnement Deliveroo Plus Or, cagnotez 10% sur vos commandes restaurants et cumulez des euros à utiliser sur tout Deliveroo. Et toujours pas de frais de livraison. En ce moment, abonnez-vous à Deliveroo Plus pour seulement 90 centimes d'euros par mois pendant 6 mois. Deliveroo, oh, là on est bien. Bienvenue, faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Waouh, ça sent fort. La cuisine, là où mes idées mijotent. Le salon, on adore. La douche, la chambre. J'ai jamais aussi bien dormi. Et tu es là depuis combien de temps? Depuis hier. J'ai emménagé pour 4 jours. Adagio, here for you. Quand Florence est venue nous voir chez Grand Litier, elle dormait vraiment mal. Alors, on lui a conseillé un matelas avec un soutien ferme et un accueil enveloppant. Et le Conseil Sommeil en Plus, notre tutoriel d'étirement avant de se coucher. La nuit porte conseil. Nous aussi. Grand Litier. Un intérieur au design raffiné, avec 20... Bah, elle est pas neuve. Encore mieux. Seulement 23 km au compteur. Ah, ok. Et beaucoup moins cher que la neuve. Et vous en avez beaucoup comme ça chez Aramis Auto? Bah, toutes celles-là. Ah oui, et jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Aramis Auto. Les protéines sont vitales dans leur alimentation et leur qualité est clé pour leur santé. C'est pourquoi une nouvelle ère s'ouvre pour leur nutrition. Découvrez Ultima Pro Plus. Riche en protéines de haute qualité, facilement assimilables et qui contribuent à leur masse musculaire. Aux résultats prouvés. Nouveau Ultima Pro Plus. Psst, psst, Ultima. Je vous appelle concernant le... Tu peux m'ouvrir la carte virtuelle. Oui, donc pour augmenter le plafond de votre carte, vous allez sur votre compte Shine et ça se fait en un clic. Bah merci. Le compte pro en ligne avec les pros. Alors, il y a plus d'1 an, il y a une grosse tempête de grêle qui a ravagé mon toit. Et donc, à la Massif, ils étaient présents pour la maison, mais pour nous aussi. Et vous feriez quelle pub alors pour montrer ça? C'est de leur faire des pâtisseries et de leur emmener à l'agence. Pour les remercier, la Massif, ils ne ont pas laissé tomber. Avec NG Home Service, faites installer une pompe à chaleur sans que ça pompe toutes vos économies. À partir du 1er octobre, profitez d'une réduction maximale de 11 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur Atlantique, soit 1 500 € de remise et jusqu'à 9 500 € d'aide de l'État. C'est pas rien ça. Appelez le 3102. J'agis avec NG Home Service. On est monté sur le Costa Toscana et direction le dîner, près du sanctuaire des cétacés. Tout le monde se tait pour les projections de enfin, tu vois. À Naples, on a fait du snorkeling avec une sirène, on est descendu et voilà. Costa, live your wonder. Appeler un SUV Explorer, c'est une promesse. La promesse d'aller là où on ne nous attend pas. De lui donner jusqu'à 602 km d'autonomie. De le faire rouler de l'Atacama au Bhoutan. De lui faire faire le tour du monde. Nouveau Ford Explorer 100% électrique à partir de 339 € par mois. Et vous allez où ce week-end? Je suis cool. Je parle français en soirée à LA. Mais à Paris, je ne parle que l'anglais. Je suis cool. Autant de clips, autant de looks. Magic, une exclusivité Alain Flelou. Dispositif médical. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. T'as vu toutes ces factures? Il faut vraiment qu'on fasse des travaux de rénovation, non? C'est pas trop le moment là. Bah t'as d'autres idées? On a qu'à se laver à l'eau froide. Allez, au revoir. Allez, au revoir. J'ai mieux, on se chauffe avec du bétail. T'en fais une tête. C'est mon père, il veut qu'on chauffe avec des vaches. Avec le prêt Rénov Énergie de Caisse d'Épargne, faites vos travaux maintenant et commencez à rembourser dans 3 mois. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Rougeur? La CC Red Correct Herborian. Un soin coréen qui réduit instantanément tes rougeurs. Avec un effet apaisant pour ta peau. Herborian. Ah, la plupart des gens y pensent. C'est juste un petit pet, ça peut attendre. Sérieux, c'est un petit pet ça. Non, ça n'attend pas. Nos clients nous le disent. Un impact sur 2, fissure en moins de 3 semaines. Eh oui, en moins de 3 semaines. En plus, chez Carglass, en 30 minutes, c'est réparé. Alors, ne prenez pas ce risque, sinon,
C'est tout le pare-brise qu'il faut changer. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass remplace. Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous? Être tendance? Être populaire? Être une icône? Ou être vous-même? Avec le mondial de l'auto Peugeot, profitez de nos conditions salon dans toute la France. Jusqu'à 5 000 € d'avantages clients et 8 ans de garantie à l'Urker. La suite de LCI Midi et ces images qui nous proviennent du Liban. L'armée libanaise annonce il y a quelques instants une brève incursion de l'armée israélienne dans le sud Liban. On retrouvera nos envoyés spéciaux dans un instant. Et le Hezbollah, de son côté, annonce de nouveaux combats contre des forces israéliennes, je cite, infiltrées dans le sud Liban. On va revenir sur cette riposte d'Israël. On l'a vu, les cibles sont pour le moment déterminées. Il y a le nucléaire, bien sûr, mais surtout les réserves pétrolières. Et pourquoi pas, on en parlait sur ce plateau, le guide de la révolution, le chef suprême, Khamenei. Mais Israël ripostera seul ou avec qui? Qui sont ses alliés? Qui pourra participer aux côtés de l'État hébreu à cette guerre contre l'Iran? Au premier rang, bien évidemment, son soutien principal, les États-Unis. Dès hier soir, l'Amérique au plus haut niveau a fait savoir qu'elle étudiait la question. Écoutez cette déclaration du conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, Jack Sullivan. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes fiers des mesures que nous avons prises aux côtés d'Israël pour protéger le pays et le défendre. Nous avons clairement indiqué que cette attaque aurait de graves conséquences et nous travaillerons avec Israël pour que ce soit le cas. Voilà qui est clair, on va retrouver Axel Monnier, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour, merci Axel. Plus que jamais, l'administration américaine est aux côtés d'Israël et étudie, on vient de l'entendre, un plan, une solution de riposte. Oui, les autorités de chaque pays, militaires et politiques, se parlent en permanence. Joe Biden n'a pas encore eu l'occasion de s'entretenir avec Benjamin Netanyahou, mais ce sera fait dans les prochaines heures pour une réponse, je cite, coordonnée entre les deux alliés. Alors pour l'instant, les États-Unis affichent un soutien total à Israël. Ce sont les mots de Joe Biden, ceux de Kamala Harris aussi. D'ailleurs, les États-Unis ont participé activement à la défense d'Israël puisque 2 contre-torpilleurs états-uniens situés dans l'est de la Méditerranée ont permis d'envoyer une douzaine d'intercepteurs qui ont permis d'abattre des missiles israéliens. Donc, ce qu'il va falloir voir, c'est la suite. Est-ce que les États-Unis sont prêts à soutenir totalement Israël ou est-ce qu'ils vont essayer de retenir un peu le bras de leur allié? En tout cas, la Maison-Blanche confirme que ce qu'ils cherchent, c'est toujours une solution diplomatique, chercher un cessez-le-feu, éviter l'escalade dans la région du Moyen-Orient, même si aujourd'hui, ça semble de plus en plus difficile. Merci beaucoup Axel Monnier d'avoir été avec nous. Effectivement, difficile, impossible. Même les États-Unis, de toute façon, face à l'Iran, ne peuvent pas apparaître faibles. Oui, la réponse diplomatique, on l'attend depuis déjà des mois. Elle est sur la table. Il y a eu des tentatives d'essayer de régler le problème par la diplomatie. Ça n'a pas fonctionné. Je vous avais montré il y a quelques minutes la frontière du sud Liban. J'ai passé beaucoup de temps moi-même à la frontière au nord d'Israël ces derniers mois. C'était avant qu'on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et déjà, c'était très compliqué. Il y avait des frappes. Je rapportais des frappes tous les jours et des bombardements tous les jours de la part du Hezbollah sur le territoire israélien. Et vous avez eu je ne sais combien de discours de la part du Premier ministre qui disait qu'il fallait agir, qu'il fallait éventuellement que la communauté internationale fasse quelque chose. Ça n'a pas fonctionné, la diplomatie a échoué et aujourd'hui on se retrouve dans la situation dans laquelle on est avec une région qui est effectivement au bord du gouffre. Mais cette diplomatie, il y a eu des tentatives. Ces derniers mois, en tout cas, le Premier ministre israélien, il a tout fait pour essayer les Américains aussi, hein, on se souvient de ces voyages à répétition du chef de la diplomatie américaine. Mais alors, puisque la diplomatie n'a pas fonctionné,
Est-ce que les armes vont réussir? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Et avec qui? Les Américains, jusqu'au bout, aux côtés des Israéliens? Historiquement, les États-Unis, la sécurité et la protection d'Israël, ça fait partie d'un invariant de politique internationale pour Washington, avec peut-être un peu de nuance à l'époque des mandats d'Obama. Mais à part cela... Quels que soient les camps politiques, hein, d'ailleurs. C'est une constante. Donc, évidemment... le sujet aujourd'hui n'est pas de savoir si Washington et Tel Aviv ont pas en commun un agenda sécuritaire et surtout un ennemi commun. Il faut jamais oublier que les États-Unis et l'Iran, c'est aussi une histoire très contrariée, pour ne pas dire plus. Et donc, si aujourd'hui il y a des fenêtres d'opportunité pour faire tomber le régime des Mollahs, peut-être que aussi côté Washington on regarde cette option. La différence notable, c'est évidemment ce qui s'est passé le 7 octobre, l'accélération depuis d'une dynamique à nouveau très belliciste côté israélien pour répondre aux attaques du 7 octobre et de couper en fait ces bombes H finalement que l'Iran avait dans 3 fronts, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, tout ça est en train d'être coupé. Et donc si demain la question c'est Israël va frontalement sur l'Iran, évidemment les États-Unis seront dans une complicité militaire, diplomatique, de renseignement, technologique. Là, on a même entendu Jack Sullivan. On y réfléchit. Donc, il n'y a pas d'opposition, ça, il faut être très clair. Il n'y a plus d'opposition. Voilà, il n'y a plus d'opposition. C'est-à-dire qu'on y travaille ensemble à cette réponse. Les Américains disaient aux Israéliens n'entrez pas à Rafah, n'entrez pas à Rafah. Ils disaient aux Israéliens n'attaquez pas, ne répondez pas au Hezbollah, n'attaquez pas, ne répondez pas à l'Iran. Mais ils n'ont plus le choix avec ces attaques qui ont eu lieu, qui ont été extrêmement massives, du Hezbollah qui a duré des mois, et là les attaques de l'Iran directement. Les Américains qui au départ ne voulaient pas de cette situation de guerre vont peut-être effectivement en profiter pour régler leur compte avec la République islamique. Et si je peux me permettre, il y a aussi un agenda Biden, fin de mandat. Biden très critiqué sur la façon dont les États-Unis sont sortis d'Afghanistan. Biden critiqué sur un soutien à l'Ukraine, mais en même temps, l'Ukraine n'est pas en train de gagner la guerre. Donc Biden, il est aussi sur une fin de mandat où quel est son bilan en termes de politique étrangère? Dans un mois, il y a les élections aux États-Unis. Il va sans dire que si Trump 2 arrive à nouveau à la Maison-Blanche, là pour Netanyahou, on a aussi une équation qui est simplifiée. Tiens, en parlant de Trump 2, il était dans le Wisconsin hier. Il y avait un meeting politique. Vous allez voir la hauteur d'esprit du personnage. Et c'est vu sur la politique internationale et sur ce qui se passe en ce moment même entre l'Iran et Israël. Ça vaut le détour. La situation est vraiment grave, mais ils doivent aller jusqu'au bout du processus. Quelle que soit la tournure des événements, ils doivent aller jusqu'au bout du processus. C'est comme 2 enfants qui se battent dans la cour de récréation. Parfois, il faut laisser aller un peu les choses. Nous verrons ce qui se passera. Dans moins de 40 jours, il peut être de nouveau dans le bureau ovale. Bon, ce sont des déclarations tonitruantes, mais c'est pas forcément surprenant au regard du personnage. Mais quand même, j'aimerais rappeler que Donald Trump a accompagné les accords d'Abraham, qui ont été une révolution au Moyen-Orient. Il a accompagné cet accord qui a permis à Israël de signer des accords de paix avec les Émirats arabes unis, avec le Maroc, avec d'autres pays, et donc quelque part de se normaliser dans cette région. C'est un pas de plus vers la paix qui a été accompli par le biais de Donald Trump. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il a toujours des déclarations tonitruantes qui peuvent être assez surprenantes. Mais malgré tout, quand on regarde ses actions, et notamment encore une fois ces accords d'Abraham qui ont été extrêmement importants dans la région, eh bien, il a fait aussi avancer les choses d'une certaine façon. Et les autres, parce qu'on parle des États-Unis, bien évidemment, il y a aussi la France. On est concerné, la Grande-Bretagne, d'autres pays bien sûr. Ce matin, l'Élysée fait savoir que nous mobilisons nos moyens militaires dans la région pour parer à la menace iranienne. Au-delà des mots, on le verra dans un instant avec Sylvia Hamilton, ce que pourrait être notre engagement aux côtés d'Israël. D'abord, on en parlait tout à l'heure, ce communiqué. Il vous a fait tiquer? Ah oui, je le trouve incroyable de sous-entendu. On est dans la diplomatie de la diplomatie, mais qui dit tout et rien en même temps. C'est-à-dire, regardez cette phrase. La France a mobilisé aujourd'hui ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Ça sous-entend
que la France aurait rejoint cette fameuse coalition internationale exactement comme en avril dernier pour protéger l'espace aérien israélien. Alors ce n'est pas du tout dit comme ça, mais si on comprend que la France a engagé... Un peu comme cette coalition face aux attaques des Houthis. Exactement. Et lorsqu'il y a eu l'autre attaque iranienne dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, on sait que la France avait aussi participé à cette coalition internationale dans les airs qui s'était formée pour intercepter les missiles iraniens, et la France avait eu du mal aussi à l'assumer. Et là, c'est un petit peu pareil, alors que la Jordanie l'a assumé beaucoup plus facilement. Mais ce communiqué, comme l'Élysée a le don de faire des communiqués qui ne sont pas très très clairs et pourtant qui disent des choses qui sont assez importantes. On attendait une déclaration. Le président de la République est à Berlin, rendez-vous avec Olaf Scholz. On verra s'il s'exprime sur le sujet. Est-ce que l'Iran aujourd'hui a peur d'une coalition, ou est-ce que les Américains suffiraient à vouloir punir Téhéran aujourd'hui et le régime des mollahs? Je pense que la République islamique aujourd'hui, la peur, la crainte la plus importante de la République islamique aujourd'hui, c'est sa propre population. Parce que les dirigeants, les ayatollahs iraniens, ils savent pertinemment, dès que la situation devient un peu plus instable que la situation actuelle, dès que la République islamique s'affaiblit, ce sont les Iraniens qui vont régler leurs comptes avec leurs dirigeants sanguinaires. Donc, je reviens. La peur la plus importante des dirigeants de la République islamique, ce sont les Iraniens. Ce sont les Iraniens qui sont les vrais ennemis de la République islamique. Dans le cadre d'une opération ciblée, que ce soit contre le pétrole, le nucléaire, ou directement contre le gardien de la Révolution, puisque vous disiez que pour le moment on ne sait pas où il est, il a disparu des radars, et que la petite blague en Iran c'est sauf pour les Israéliens. Est-ce que quelque part le peuple iranien aujourd'hui, je ne vais pas dire souhaite une guerre, mais si cette guerre ne les touche pas, est-ce qu'ils pourraient profiter d'une guerre d'Israël, des États-Unis et de ses alliés? Ils le disent. Ils demandent l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire viser uniquement les installations pétrolières ou bien les casernes des gardiens de la Révolution. Et à part ça, ils disent après, nous terminons le travail. Ce que les jeunes disent systématiquement avec les jeunes avec qui je suis en relation, ils n'attendent que ça. La moindre déstabilisation du régime pourrait aboutir à un soulèvement massif en Iran. C'est la raison pour laquelle la République islamique a tant peur de sa propre population, parce que, contrairement aux Israéliens qui sont derrière leurs dirigeants, les Iraniens sont contre leurs dirigeants. Sébastien Abyss, la France mobilise ses moyens militaires. Alors, quand on regarde, on les cherche, nos moyens militaires. On a pu en parler, on a pu les regarder lors d'un autre conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce communiqué, il vous fait aussi réagir, il vous fait aussi tiquer. Ça montre quoi de notre pays et de l'engagement aux côtés d'Israël? Moi, je crois qu'il ne faut pas tiquer sur ce type de communiqué. C'est un communiqué qui est précisément un communiqué de l'Élysée, avec ce que ça doit comporter en non-dit. Ça fait partie de la diplomatie. Il s'agissait de féliciter le président algérien qui avait été réélu avec 95%, avec des risques, oui, mais là on est des fraudes, etc. Là, on est face à, le communiqué de l'Élysée était dithyrambique. On est face à un Moyen-Orient où la diplomatie plusieurs très bien fronts se positionner militaires et de guerre sont actifs. Ce qui ne me semble pas être le cas dans l'exemple algérien que vous donnez. Donc si je peux me permettre simplement, moi je crois qu'aujourd'hui, pourquoi sur le Moyen-Orient les cartes ont changé? Il y a ces attaques directes de l'Iran sur Israël. Il y a évidemment ces proxys qui sont en train d'être décapités. Il y a un contexte géopolitique entre les États-Unis, les accords d'Abraham qui ont été mentionnés, et c'est très important de le rappeler, le non-dit, le silence complice des États arabes sunnites, les monarchies du Golfe, le poids de la Chine dans l'économie du Moyen-Orient, et la grande différence depuis 20 ans, c'est un affaissement d'influence économique, politique, diplomatique et même militaire des Européens. Donc le seul souci des Européens et des Français aujourd'hui, c'est de protéger les expatriés qui sont dans cette région du monde,
quelques équilibres évidemment entre communautés, en particulier au Liban, mais à part ça, d'un point de vue militaire, c'est pas la France ou les Européens qui vont aider à changer la donne dans l'équation aujourd'hui au Moyen-Orient. Israël et les États-Unis n'ont pas besoin des soutiens des Européens pour faire ce qu'ils ont à faire ou envie de faire ce qu'ils pourraient faire dans les prochains temps. On se retrouve dans quelques instants, on continuera de parler de ce conflit et on va se poser la question, on aime bien se poser des questions, va-t-on vers une guerre totale entre Israël et l'Iran et surtout, quelles conséquences pour la région ? On va retrouver l'ami Guillaume Vosnika. Bonjour, cher Guillaume. Bonjour, Christophe. Météo, somme toute arrosée ? Oui, ça continue. Je vais vous proposer quelque chose. On enregistre la météo le lundi, puis on la rediffuse tous les jours. Vous savez, je pense que c'est une très bonne. Vous êtes d'accord ? Je pense que je vais faire la météo du coup, parce que ça veut dire qu'on travaillerait qu'une journée par semaine, c'est ça. Beau programme. La météo avec CIC Mission Immo. Le monde du travail change, nos solutions immobilières aussi. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Et oui, parce que les jours se suivent et se ressemblent, nous avons une nouvelle perturbation qui concerne le pays aujourd'hui, et même plus précisément 2 perturbations, puisque nous avons celle-ci qui s'installe dans les régions de la moitié nord avec des pluies intermittentes, et puis on a l'autre perturbation plus active qui, elle, vient se loger au sud de la Garonne avec là des pluies marquées et continues, que l'on va retrouver cet après-midi au même endroit, depuis la côte landaise jusqu'au golfe du Lion. Dans la moitié nord, c'est toujours aussi gris, aussi bâché avec ces pluies intermittentes. On aura quand même quelques éclaircies qui vont revenir par le nord de la Seine avec 2-3 averses également. Puis dans les autres régions, ce sera plus sec avec un peu de soleil des Charentes-aux-Alpes et puis surtout en région PACA. Mais là, vous avez du vent, du Mistral et de la Tramontane. Un mot des températures pour cet après-midi. Elles baissent avec des valeurs à peine de saison, 13 à 18 degrés en moyenne dans les régions de la moitié nord. Ce sera toujours un peu plus élevé dans le sud-est grâce au soleil, 22 à Marseille, 26 degrés du côté de Nice. Et cette baisse, elle va se poursuivre au cours des prochains jours car nous allons voir le vent qui va changer d'orientation. 13 à 15 degrés seulement demain après-midi. Là, on repasse vraiment en dessous des normales et les 20 degrés uniquement dépassés de peu d'ailleurs près de la Grande Bleue. Ce vent qui tourne au secteur nord donc pour la journée de demain avec dans le même temps le retour de l'anticyclone, donc un temps de plus en plus sec mais encore assez nuageux demain. Et puis vendredi, là ça y est, un temps ensoleillé s'installera. Ce sera également le cas pour la journée de samedi, mais vous le voyez avec des températures bien fraîches, notamment le matin. Avec CIC Mission Immo, construisons pour que le monde bouge. La suite de LC Midi, regardez ces images en direct. Nous sommes à Beyrouth. Israël continue ses offensives ce matin. L'armée libanaise annonce même de brèves incursions de l'armée israélienne dans le sud Liban. Une information confirmée par le Hezbollah qui annonce des combats face aux forces israéliennes infiltrées. On continue de se poser cette question, ces questions même. Où et quand Israël va frapper Téhéran et quels seront les soutiens de l'État hébreu pour remplir cette mission. Il est 13h, l'heure de vous retrouver Sylvia Micon pour votre journal. Tout à fait, merci Christophe et bonjour à tous. Après l'attaque iranienne sur Israël hier, les frappes se sont donc poursuivies sur le Liban, le sud de Beyrouth précisément, bastion du Hezbollah qui a été visé ce matin, un secteur déjà frappé à plusieurs reprises cette nuit. L'armée israélienne a par ailleurs appelé des habitants du sud Liban à évacuer une vingtaine de localités et on vient de l'apprendre, l'armée libanaise qui annonce une brève incursion de l'armée israélienne dans le sud. Mais hier donc, Israël a intercepté la plupart des missiles envoyés par l'Iran hier grâce à ses alliés dont la France. 200 missiles dont des hypersoniques pour la première fois. Israël a promis de répliquer dans les prochains jours. À l'étranger, toujours, l'armée ukrainienne annonce se retirer de la ville de Vuhledar. Elle est située dans l'est du pays. Et voilà 2 ans et demi que Kiev tente de la garder face aux forces russes qui ne cessent de grignoter du terrain dans le Donbass. Récupérer l'entièreté du Donbass, c'est d'ailleurs l'un des objectifs prioritaires de Vladimir Poutine. Une très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens que la perte de cette ville située à la jonction des fronts est et sud. Emmanuel Macron retrouve Olaf Scholz ce mercredi en Allemagne, à Berlin. Les 2 hommes qui font face à une crise politique dans leur propre pays. Au programme de leur bilatéral, l'Ukraine, bien sûr, dont on vient de parler, mais aussi le Proche et le Moyen-Orient. La compétitivité européenne, il s'exprimera d'ailleurs sur cette compétitivité cet après-midi, le président, ou encore l'immigration.
Le projet de loi de finances a été transmis au Haut Conseil des finances publiques ce jour. C'est déjà très en retard sur le calendrier. Il arrivera la semaine prochaine à l'Assemblée après avoir été présenté en Conseil des ministres le 10 octobre. On apprend que la réévaluation des retraites n'aura pas lieu au 1er janvier 2025, mais elle sera décalée au 1er juillet 2025. Donc pas de réévaluation en ce mois de janvier. Plusieurs milliards seraient ainsi épargnés. Les retraites qui représentent 30% des dépenses publiques. L'objectif de ce plan, vous le savez, c'est de ramener le déficit à 5% du PIB en 2025, 3% en 2029. Et pour parvenir à cet objectif, eh bien, il faudra pour 2/3 réduire la dépense publique, faire des économies, par exemple, sur les opérateurs de l'État ou encore la sécurité sociale. La Cour des comptes est chargée d'identifier des pistes d'économie. Elle plaide pour une réduction de 100 000 emplois dans les collectivités. Les intercommunalités sont particulièrement visées. Il s'agit de revenir à leur niveau d'effectif de 2010, une proposition potentiellement explosive. Voilà pour ce journal, Christophe. Merci beaucoup, Sylvia. On se retrouve ensemble dans quelques secondes. La suite de LCI midi et cette question: où, quand Israël frappera l'Iran? Va-t-on vers une guerre totale entre les deux pays et quelles conséquences pour la région? Est-ce qu'une confrontation directe entre ces deux pays pourrait entraîner la chute du régime iranien? Beaucoup de questions et on va retrouver l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Regardez, ils sont là pour vous, pour nous raconter ce qui se passe sur le terrain. Et puis on va retrouver dans un instant Arthur Saad à Beyrouth. Merci beaucoup Arthur d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, les informations qui nous parviennent, c'est que l'armée libanaise annonce une brève incursion de l'armée israélienne dans le sud Liban, quand le Hezbollah, de son côté, annonce de nouveaux combats contre des forces israéliennes infiltrées également dans le sud Liban. Ça veut dire que les combats continuent entre les deux pays, entre la faction terroriste et Israël, et que Israël, malgré l'attaque hier de l'Iran, ne renonce pas à son opération au Liban. Et bien sûr, parce qu'on a vu encore hier soir, malgré l'attaque iranienne, eh bien, toute une série d'opérations au sud du Liban, des bombardements sur des villages avec des habitants qui ont été sommés de quitter leurs habitations pour se rendre plus au nord du pays, au nord de ce qu'on appelle le fleuve Litani, qui a une dizaine de kilomètres de la frontière. On a aussi vu, à quelques centaines de mètres de là où je suis, dans ce quartier pourtant qui est très calme, à quelques centaines de mètres, en fait, il y a la banlieue sud de Beyrouth qui a été ciblée aussi cette nuit plusieurs fois par l'armée israélienne. On parle de centaines de milliers de personnes qui seraient déplacées au Liban et qui vivent maintenant dans ces quartiers plus au nord de la capitale, qui n'ont pas encore été touchés. On a compté que 3 frappes pour l'instant qui ont touché des immeubles en dehors de la banlieue sud. Ce qui était très commenté évidemment au Liban, eh bien, c'est cette attaque iranienne. J'ai pris un peu quelques titres de presse avec moi ici. Donc vous voyez le journal Al-Akhbar, qui est donc le journal du Hezbollah, en tout cas qui est le plus proche du Hezbollah, qui titre l'euphorie après le choc, parce que beaucoup de partisans du Hezbollah pensaient que l'Iran avait abandonné son proxy, son allié au sud du pays, et se réjouissaient de cette attaque qui apporte, disons, un soutien au Hezbollah, qui a quand même perdu beaucoup de son organigramme militaire. Et puis peut-être un dernier titre de presse, celui du seul quotidien francophone libanais du Liban, L'Orient le Jour, qui lui titre un peu plus sobrement la semaine de tous les dangers, et qui rappelle encore une fois la crainte que vivent les Libanais depuis maintenant 7 jours, celle de vivre un bouleversement finalement toutes les 24 heures, l'élimination du chef du Hezbollah, des incursions israéliennes, la première fois que la banlieue sud a été ciblée aussi massivement depuis la guerre de 2006. Pour vous donner un peu, sur la base de ce titre, le sentiment ici au Liban, eh bien, c'est celui de la crainte des prochains jours. Est-ce que l'incursion israélienne ira plus au nord? Est-ce qu'elle prendra le scénario d'une invasion comme en 2006? Aujourd'hui, les Libanais retiennent leur souffle et attendent de savoir jusqu'où ira cette guerre, quels seront les objectifs de guerre et évidemment quelles seront les conséquences sur la population civile, alors que déjà bientôt 2000 morts ont été recensés depuis le début du conflit. Justement, Arthur, ces Libanais que vous rencontrez chaque jour, est-ce qu'ils ont peur depuis les frappes d'hier de l'Iran sur Israël? Est-ce qu'ils se disent que c'est le pas de plus, c'est le pas de trop et qui fera qu'Israël n'arrêtera pas son opération au Liban?
Alors disons qu'encore une fois, le Liban, c'est à l'image du Liban, les gens sont assez divisés sur cette question. Disons qu'il va y avoir des fervents partisans, par exemple, du Hezbollah, qui félicitent cette attaque parce qu'ils considèrent que jouer un rapport de force peut permettre une certaine forme de dissuasion. Ça, c'est pour leur opinion. Ensuite, il y a évidemment ceux qui sont le plus fermement opposés à cette attaque, à ce conflit, qui craignent surtout une régionalisation de la guerre qu'on voit déjà se larver depuis un an. Il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont réalisées depuis maintenant bientôt 12 mois dans cette région. Les Libanais, il y a quelques mois, craignaient une incursion israélienne, elle a eu lieu. Ils craignaient le bombardement de la banlieue sud comme en 2006, elle a eu lieu. Et évidemment, il y a le dernier spectre qui reste, c'est celui de la régionalisation du conflit, qui évidemment est dans tous les esprits. Maintenant, beaucoup de Libanais ont un peu, disons, peu le temps en réalité d'imaginer tous ces scénarios politiques. Il faut aussi imaginer le chaos dans cette capitale de ces millions de personnes déplacées du sud de Beyrouth et du sud du Liban qui essaient encore de trouver des logements parfois, qui sont réfugiés dans plus de des centaines de centres d'accueil d'urgence à travers le pays et qui chaque jour, à travers les informations, voient le Liban se déliter un peu plus. Le pays est toujours sans président de la République. On sait que les forces politiques du pays essaient de se réunir pour trouver une sorte de figure qui représenterait justement le Liban, parce que l'élection présidentielle patine depuis 2 ans et d'une manière pour un peu vulgariser, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, était celui qui faisait la pluie et le beau temps au pays et d'une certaine manière était la voix régionale du Liban, malgré de nombreux Libanais qui étaient parfois opposés. Donc aujourd'hui, beaucoup de partis politiques dans le Liban essaient de trouver un représentant à la nation libanaise, à savoir un président de la République, pour essayer d'avoir aussi une voix à l'international et peut-être sortir de la crise par les négociations plutôt qu'un conflit qui sera encore une fois dévastateur. Merci beaucoup Arthur Saradin d'avoir été avec nous. L'antenne vous est ouverte bien évidemment, puisque je rappelle que l'armée israélienne continue ses opérations et que le Hezbollah de son côté annonce des combats contre les forces israéliennes infiltrées. Dans quelques instants, on continuera de se poser cette question: où et quand Israël va frapper l'Iran, avec qui, comment, et puis vous écouterez les gardiens de la révolution, ceux qui ont revendiqué le tir de ces 200 missiles hier sur l'État hébreu. Eh bien, il n'y a pas de trêve, la guerre est ouverte. On partira du côté de Téhéran, retrouver notre envoyé spécial. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, no Problemol. These are just little things, oh, but they mean a lot. Accédez à l'excellence avec le nouveau Volvo EX30 à partir de 295 € par mois. Volvo. Un intérieur au design raffiné avec 20... elle est pas neuve? Encore mieux. Seulement 23 km au compteur. Ah ok. Et beaucoup moins cher que la neuve. Et vous en avez beaucoup comme ça chez Aramis Auto? Toutes celles-là. Ah oui, et jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Aramis Auto. Bienvenue, faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Waouh, ça sent fort. La cuisine, là où mes idées mijotent. Le salon, on adore. La douche, la chambre. J'ai jamais aussi bien dormi. Et tu es là depuis combien de temps? Depuis hier. J'ai emménagé pour 4 jours. Adagio, here for you. Bien ici, projetez-vous vraiment dans votre futur logement. Je suis cool. Je parle français en soirée à LA. Mais à Paris, je ne parle que l'anglais. Je suis cool. Autant de clips, autant de looks. Magic, une exclusivité Alain Flelou. Dispositif médical. Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Pour que vous puissiez lui montrer que tout est possible. She's electric. She's in a family full of eccentrics. Nouveau Renault
Capture E-Tech Full Hybride sans recharge existe aussi en motorisation Éco-G. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Avec jusqu'à 50% d'économie sur votre budget chauffage, votre pompe à chaleur va devenir... En ce moment, bénéficiez du bonus pompe à chaleur d'EDF de 3 500 € minimum sans condition de ressources. Oui, Vistaprint imprime des cartes de visite. Mais on imprime aussi ça, et ça, et bien plus pour devenir la marque préférée de vos clients et en faire vos plus grands fans. Tout s'imprime sur Vistaprint.fr. Quand on se lance dans la rénovation énergétique de sa maison, on sait que c'est tout un chantier. Mais avec Leroy Merlin, quand on refait son isolation ou qu'on change son chauffage, c'est beaucoup plus simple. Parce que chez Leroy Merlin, la rénovation énergétique, c'est notre métier. Avec Mon Parcours Rénovation, diagnostic, suivi de travaux, déduction de ma prime rénov', Leroy Merlin vous accompagne de A à Z. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. La nuit, Louisa et David n'arrêtent pas de bouger. Quand ils sont venus nous voir chez Grand Litier, on leur a conseillé un matelas avec une grande indépendance de couchage. Et le conseil sommeil en plus, notre tutoriel de relaxation avant de se coucher. La nuit porte conseil, nous aussi, Grand Litier. Faites des économies de génie avec l'abonnement Deliveroo Plus et ses avantages. Comme les frais de livraison offerts. Plus rien ne vous arrête. Vivez votre meilleure vie avec Deliveroo Plus. Et en ce moment, abonnez-vous à Deliveroo Plus pour seulement 90 centimes d'euros par mois pendant 6 mois. Deliveroo, oh, là on est bien. Rougeur? La CC Red Correct Herborian, un soin coréen qui réduit instantanément tes rougeurs. Avec un effet apaisant pour ta peau. Herborian. McCain, born to share. Avec NG Home Service, faites installer une pompe à chaleur sans que ça pompe toutes vos économies. À partir du 1er octobre, profitez d'une réduction maximale de 11 000 € pour l'installation d'une pompe à chaleur Atlantique, soit 1 500 € de remise et jusqu'à 9 500 € d'aide de l'État. C'est pas rien ça. Appelez le 3102. J'agis avec NG Home Service. Succombez au nouveau Cupra Formentor. À partir de 359 € par mois, sans apport. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, no problémol. La suite de LCI midi. On se retrouve place au direct à nos équipes. Dans un instant, on sera à Téhéran, bien évidemment. Et en parlant de Téhéran, tout à l'heure, on se posait la question, est-ce que l'ayatollah Khamenei pourrait être la cible numéro 1 d'Israël? Et on était, depuis hier, sans nouvelles du guide suprême iranien. Eh bien, regardez, la télévision iranienne vient de diffuser ces images pour attester du fait que l'ayatollah Khamenei est toujours aux affaires. On va même l'écouter. Il parle du grand Satan, il parle des États-Unis qui soutiennent Israël. La racine du problème qui est à l'origine de ces conflits, guerres et tensions est la présence des mêmes personnes qui prétendent vouloir la paix et la tranquillité dans la région. Je veux parler de l'Amérique et de certains pays européens. Si Israël se retirait de cette région, sans aucun doute, ces conflits, ces guerres, ces affrontements disparaîtraient complètement. Les pays de la région pourraient se gérer eux-mêmes, gérer leur région, vivre ensemble dans la paix, la santé et le bien-être.
خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن. On va revenir sur cette déclaration, sachant effectivement qu'il fait partie de l'une des cibles en cas de riposte d'Israël. On sera dans un instant avec notre correspondant à Téhéran, Siavash Ghazi. Bonjour Siavash, merci d'être avec nous. Mais juste, je profite encore de quelques instants de votre temps pour vous poser cette question. Vous êtes contre ce que certains déclarent depuis hier quand ils disent que l'Iran est tombé dans le piège de Netanyahou. Vous dites que l'Iran est tombé dans son propre piège, que ce personnage que l'on vient d'écouter à l'instant, c'est lui qui a creusé sa tombe. Oui, et ça serait très naïf de croire que les Iraniens sont tombés dans le piège des Israéliens. Ça fait 45 ans qu'ils frappent sur le tambour de la guerre. Ça fait 45 ans qu'ils promettent la disparition du pays aux Israéliens. Et là, aujourd'hui, ils ont été obligés quand même, parce qu'ils n'avaient pas le choix, après 45 ans de prolifération, de menaces de cette manière. Alors, ils étaient obligés de réagir, sinon ils auraient perdu la face devant leur proxy. Et là, on dit naïvement que la République islamique est tombée dans le piège de Netanyahou. Je trouve ça vraiment très, très naïf. Ils sont piégés par leurs propres ambitions, ils sont piégés par leurs propres paroles depuis 45 ans, et donc il ne faut pas les croire naïfs. Ils sont tout simplement complètement désintéressés de l'intérêt national des Iraniens. Et le peuple n'existe pas. L'Iran n'existe pas pour eux. Et vous nous disiez d'ailleurs tout à l'heure que ce peuple, j'ai pas envie de dire qu'il souhaite la guerre, mais si cette guerre face à Israël aboutissait par l'anéantissement du régime des mollahs, ce serait souhaité par le peuple. Merci. Je dirais qu'il faut être iranien. Il faut être iranien pour avoir plus de peur des ayatollahs que de la guerre. Merci d'avoir été avec nous, Siavash Ghazi. Je suppose que ce discours doit résonner dans une partie de la population iranienne. On vient d'entendre le guide suprême. Petite réaction d'ailleurs, parce que cette image donnée à l'instant par les télévisions iraniennes, attestant qu'il est toujours là, qu'il est toujours aux commandes et qu'il accuse Israël, les Américains, d'autres pays, notamment il parle de pays européens qui soutiennent Israël. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est un signe? Écoutez, c'est la première fois qu'il intervient depuis en public depuis le lancement des missiles d'attaque contre Israël, mais aussi depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah. En fait, on dit aujourd'hui dans certains cercles qu'il pourrait même diriger la prière collective de ce vendredi à Téhéran, donc faire une apparition publique plus ouverte. En fait, le discours qu'il tient, il a notamment affirmé aujourd'hui qu'il allait parler de la situation au Liban, mais aussi de la situation à Gaza. Le discours des Iraniens, en fait, l'attaque qui a été menée, c'est de dire que l'Iran est en quelque sorte a été obligé de répondre à Israël après 2 mois d'attente. Le président iranien, qui est plutôt un modéré sur la scène politique iranienne, a affirmé il y a 3 jours qu'en fait il avait été trompé en quelque sorte par les Américains et certains pays européens qui avaient demandé à l'Iran de ne pas réagir après l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, dans une opération ciblée à Téhéran. À l'époque, a-t-il dit, les Américains et certains pays européens ont dit à l'Iran de ne pas répondre à Israël à ce moment-là pour permettre qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et donc l'Iran a attendu et n'a pas répondu immédiatement à Israël à ce moment-là. Et donc ils ont été floués puisque Israël a ensuite assassiné Hassan Nasrallah. Et donc il y a un climat général anti-israélien et on le voit dans le discours répétitif du président iranien aujourd'hui encore, avant de partir à Doha. Il a affirmé que si Israël intervenait de nouveau, il y aura une réponse beaucoup plus dure de la part de Téhéran. Il a même affirmé que le dôme de fer était plus fragile qu'un dôme de verre, et donc en insistant sur le fait que selon Téhéran, l'attaque qui a été menée hier était un succès, puisque les militaires iraniens affirment que les missiles ont atteint leur objectif à 90%, et donc pour Téhéran, l'opération a été un succès, et donc l'Iran est prêt
est préparée, selon des différents responsables politiques ou militaires, à répondre de nouveau à Israël si jamais l'État hébreu s'en prenait à l'Iran. Oui, Siavosh, un des responsables des gardiens de la révolution, qui sont les hommes de l'ayatollah Khamenei, a déclaré que l'Iran était prêt à la guerre, prêt au combat. Israël a dit à peu près la même chose. On va vers une guerre entre ces deux pays. Est-ce que dans ce Téhéran que vous connaissez, dans ce pays que vous connaissez, est-ce qu'autour de vous, vous avez le sentiment que ce pays, depuis hier soir, se prépare à la guerre, à la grande confrontation face à Israël et à ses alliés ? Il y a une grande inquiétude dans la population qu'on aille vers une confrontation générale. Par exemple, les autorités ont décidé de suspendre tous les vols intérieurs et internationaux jusqu'à demain 5 heures, ce qui est donc significatif, ce qui voudrait dire qu'ils craignent une attaque israélienne dans les heures qui arrivent. Donc il y a une réelle crainte. On a pu voir de nombreux automobilistes dans les files d'attente devant les stations d'essence pour faire le plein, par peur d'une attaque israélienne qui perturberait la distribution d'essence. Donc il y a une crainte réelle. Alors la crainte n'est pas une guerre généralisée pour l'instant, mais c'est une attaque qui, par exemple, qui ciblerait par exemple des installations pétrolières ou des installations électriques qui feraient que la vie de tous les jours des Iraniens serait touchée. C'est ce qu'on craint dans l'immédiat, même si par la suite la guerre pourrait se dégénérer et donc s'étendre encore davantage. Merci beaucoup, Siavosh, d'avoir été avec nous. Siavosh Gagi, notre correspondant à Téhéran. D'ailleurs, regardez cette autre carte. L'ensemble de nos journalistes sur le terrain, nos correspondants, pour nous informer, également nous rapporter ce qui se passe. On retrouvera tout à l'heure Claire Cambier, qui se trouve au Liban. Un reportage exceptionnel à suivre, particulier, avec Thibaut Bruck, l'ensemble de nos envoyés spéciaux. Et puis, ça nous permettra également de nous poser cette question. Quelle cible l'Iran va devoir sacrifier face à ce regain de violence et de tension d'Israël? Le nucléaire, on se posera la question. Peut-être plus sûrement les infrastructures de pétrole. Il y en a beaucoup et on sait que le pays dépend de ce pétrole. On se retrouve dans quelques courts instants.